Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Protection des données dans le cloud et réglementation. Quelle solution? Je me présente, je suis Amaury Leroux, chargé de marketing chez Rohde & Schwartz Cybersecurity et je suis en présence de Gilles Darpa. Bonjour Gilles, je te laisse te présenter à nos participants. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Gilles Darpa, je suis le directeur commercial de Rohde & Schwartz Cybersecurity pour l'une des deux business units qui est en charge des aspects de sécurité dans le cloud et de protection applicative. Merci Gilles. Avant de commencer, je souhaite partager avec vous quelques détails techniques. Ce webinaire est enregistré et vous recevrez dans quelques heures le lien pour y accéder autant de fois que vous le désirerez. N'hésitez pas à poser toutes vos questions qui seront les bienvenues et auxquelles nous répondrons en toute fin de session. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent webinaire et Gilles, je te laisse la main pour la présentation. Merci. Eh bien écoutez, merci à tous d'être présents. Le webinaire est très axé sur pratique et pas de blabla marketing clairement. Donc on y va. Donc on va d'abord voir les enjeux réglementaires et cybermenaces dans le cloud, surtout les enjeux réglementaires. Cybermenaces, je pense que vous les connaissez tous. Quelles solutions on peut mettre en œuvre d'un point de vue pratique au niveau du SI, mais aussi au niveau organisationnel et juridique, parce que c'est un point important, vous allez le voir. Après qui nous sommes, ces deux slides, et qu'est-ce que nous on peut apporter par rapport à ces enjeux et ces cybermenaces d'un point de vue Rohde & Schwartz. Et après vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, juste pour rappel, 80% des organisations déploient des applications dans le cloud. C'est une platitude que de le dire, mais se dire le chiffre, c'est quand même mieux que de se dire on va beaucoup dans le cloud. Donc quasiment toutes les organisations vont aller dans le cloud. Ce qui pose la question de la sécurité des données et des applications que vous y mettez et comment on peut le faire. Et donc pourquoi vous y allez? Vous y allez pour des raisons de scalabilité rapide, un modèle pay-as-you-go pour contrôler les coûts, si tant est que vous ne faillissiez pas un déploiement massif, parce qu'en ce cas, ça va vous coûter plus cher que si vous êtes sur site. Et puis automatisation pour réduire les erreurs humaines. Donc voilà, très classique, pourquoi vous êtes en cloud. On ne va pas s'attarder. Donc rentrons dans le vif du sujet. Alors avant de commencer sur les lois européennes ou françaises, il faut d'abord commencer par les lois qui impactent ces dites lois. Et en l'occurrence, la plus connue, les deux plus connues, c'est le Patriot Act et le Cloud Act. Donc le Patriot Act, c'est un texte qui date de 2001, qui autorise les autorités américaines à accéder aux données des sociétés américaines où qu'elles soient dans le monde, c'est-à-dire que ce soit aux États-Unis ou en France ou au Botswana, en cas de suspicion d'actes terroristes. C'est quand même assez restreint, sauf que les Américains en ont une vision extrêmement large. CF le film de Snowden, c'est-à-dire que, imaginons, je suis un terroriste, je parle à mon boulanger, eh bien mon boulanger va être mis sur écoute. Et il se trouve que mon boulanger, il parle à vous, bah, vous êtes mis sur écoute. Et ils peuvent aller comme ça jusqu'au niveau 3. Donc ça peut monter assez vite le nombre de personnes qui sont mises sous écoute. Le Cloud Act, lui, c'est un peu différent et il touche par contre beaucoup plus les organisations industrielles, publiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est les autorités judiciaires américaines qui autorisent l'accès aux données des sociétés américaines, toujours où qu'elles soient dans le monde. Et dans ces conditions-là, par exemple, on va prendre un exemple, je suis les USA, je ne suis pas d'accord parce que mon pays est en train de faire un pipeline avec la Russie, imaginons, eh bien, ils peuvent demander à mettre sur écoute et à récupérer les données des sociétés qui vont, françaises, imaginons, qui vont travailler sur ce pipeline russe. Et où que soient ces données, du moment qu'elles sont dans un cloud public américain. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Aujourd'hui, les pays qui pratiquent l'extraterritorialité, il y a les USA, la Russie, la Chine et Israël, ainsi que l'Inde. Donc, il y a quand même un paquet de pays qui le font. Donc, ça veut dire que quand on met des données dans ces pays-là, eh bien, vous êtes à peu près certain qu'à un moment donné, vous pouvez avoir accès. Alors après, ce que disent généralement les clouders, en particulier américains, c'est que très peu de données leur sont demandées. Alors, ce qui est pas mal, c'est que Microsoft publie un site sur lequel il dit quelles sont les demandes qui lui sont faites. Et en gros, 6% des demandes concernent des données sur la donnée ou sur la métadonnée, servie en même. Et donc, ça veut dire que mine de rien, c'est pas si petit que ça. Enfin, en tout cas, ça demande, il y a des demandes qui arrivent et pas 3-4, contrairement à ce qu'ils disent. Ensuite, si on regarde l'aspect réglementaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on voit l'impact des lois extraterritoriales, si on regarde l'aspect réglementaire, alors il y a beaucoup de règles qui existent, mais j'ai simplifié l'histoire. En France, vous avez la CNIL, donc la loi informatique et liberté, c'est celle qui est la plus majeure.
qui protège la donnée depuis très longtemps, en 77 de mémoire. Et ensuite, il y a eu les deux plus grosses qui sont arrivées, c'est GDPR en avril 2016, donc c'est un règlement, donc une directive, donc c'est-à-dire qu'elle doit être transposée dans les lois locales. Tous les pays à peu près des 27 l'ont transposée dans leur loi maintenant. La France l'a fait en 2018, je crois, de mémoire. Voilà, c'est ça, c'est marqué 2018 pour la France. Là, ça impacte beaucoup la donnée personnelle et on va voir ce que c'est. Par ailleurs, certaines des organisations qui sont ici peuvent avoir été touchées aussi par la directive NIS. Donc RGPD, ce sont toutes les sociétés qui traitent de la donnée personnelle, ou toute organisation qui traite de la donnée personnelle qui est concernée. Et c'est la CNIL qui contrôle. Pour la directive NIS, là c'est un petit peu à part, c'est chaque pays décide, sur la base toujours d'une directive, le fait de définir quels sont les organismes essentiels économiquement parlant et socialement. Donc chaque pays a défini des verticaux, donc des secteurs d'activité qui sont considérés comme essentiels d'un point de vue économique ou sociétal. Et à l'intérieur de ces verticaux, ils ont défini des critères qui font qu'une entreprise est concernée ou pas. Et ces entreprises-là ont des contraintes additionnelles sur la gestion de la donnée qui, cette fois-ci, concerne un système d'information essentiel, SIE. Alors que là, au-dessus, quand on parle de GDPR, on parle de données personnelles. Et vous allez voir que la donnée personnelle, c'est très très large au sens de RGPD. On voit plus loin. Et la prochaine loi qui va arriver, c'est celle sur le secret professionnel et le partage d'informations, qui est là étendu au secteur médico-social, mais enfin, il va être général. Et il va être surtout au niveau européen. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, on ne peut pas en parler puisqu'on ne sait pas exactement en quoi ça va concerner. On va donc se concentrer sur celle-là et celle-là. Alors, histoire de vous dire quelle est la dernière actualité sur le sujet, plutôt que de rentrer dans le détail des GDPR dont je pense que vous avez déjà eu un certain nombre de présentations, il y a une décision qui a été prise en juillet 2020 par la Cour européenne de justice qui s'appelle l'accord Schrems II. Schrems étant un petit village en Autriche, d'où ils ont donné le nom de l'arrêt à l'endroit où ils l'ont fait. Qu'est-ce que fait cet arrêt de la Cour européenne de justice, qui s'applique donc à tous les pays? Il invalide le Privacy Shield, c'est-à-dire le Privacy Shield, c'était une entente, un accord signé entre l'Europe et les États-Unis qui permettait de dire que la donnée qui était aux États-Unis était protégée de la même manière, enfin était considérée protégée de la même manière qu'elle était en Europe, ce qui était quand même une grosse peu de chances que ce soit la réalité, et c'est ce que l'accord Schrems II a validé. Et donc, que dit l'accord Schrems II? Il dit, j'invalide Privacy Shield. On dit, si vous mettez des données qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent en dehors de votre territoire, vous pouvez plus vous prévaloir de Privacy Shield pour dire, non, mais c'est bon, il y a le même niveau de sécurité que si elle est en Europe. Et ils disent, ils demandent, donc l'accord Schrems II, à ce que des contrats soient signés. Alors, ils appellent ça des contrats CCT, qui sont des clauses contractuelles type de l'Union européenne. Et dans ce contrat, vous devez indiquer quelles sont les mesures de sécurité additionnelles que vous avez prises, qui assurent le respect de RGPD. Si la législation du fournisseur ne permet pas son respect. En traduction, tout ce qui est américain, israélien, russe, etc. Tous ceux que j'ai cités avant. Tous ceux qui ont des lois extraterritoriales, en fait. Et donc, c'est de votre responsabilité de faire ajouter au contrat que vous signez avec votre fournisseur les mesures de sécurité additionnelles qui assurent la protection de la donnée personnelle. Et donc, cette doctrine, cet arrêt a été renforcé par la CNIL en septembre 2020, qui a repris et qui confirme le contenu de Schrems II. Et au passage, qui aussi fait un autre arrêt, dans lequel il fait une autre recommandation, dans lequel il recommande que les données de santé soient protégées de façon à être conforme RGPD aussi. Et puis, le Conseil d'État a été saisi dans le cadre de la polémique qui a eu lieu sur le Health Data Hub, où le Health Data Hub, juste pour mémoire, c'est une organisation française qui a pour objectif de collecter l'ensemble des données de santé de tous les Français et de faire des études dessus. Et donc, ils envisageaient initialement de mettre ces données dans un cloud Azure, et le Conseil d'État a dit, pour le Health Data Hub en particulier, je ne souhaite pas, je ne veux pas, je ne recommande pas, j'interdis en fait, que les données soient mises dans Azure, en tout cas dans un cloud
qui a des lois extraterritoriales, sauf à me prouver que vous avez pris les mesures de sécurité nécessaires qui assurent le respect des RGPD. Donc là, c'est un cas d'usage, si vous voulez, le cas du Conseil d'État, mais en réalité, le point le plus important, c'est l'arrêt Schrems 2 pour tout ce qui concerne les données personnelles. Alors, quelles sont les sanctions? Les sanctions sont quand même pas neutres, parce que déjà, vous avez la loi informatique et liberté, 3 millions d'euros quand même. Donc, c'est fonction de l'intention, la gravité, l'intérêt retiré, mesures prises pour atténuer les dommages et du degré de coopération avec la CNIL. C'est toujours la CNIL qui contrôle, pour votre info, c'est pas l'ANSSI. Ensuite, RGPD, là, vous avez 2 niveaux. Premier niveau, 20 millions ou 4% du CA mondial consolidé. Donc, si, imaginons, vous êtes une filiale d'une grande société, c'est pas votre chiffre d'affaires qui va être pris en compte, c'est celui de votre groupe. Donc, c'est beaucoup plus lourd, quoi. Et évidemment, ils font au plus fort des deux, pas au plus faible des deux. Et là, il faut avoir fait quand même, il faut y aller fort pour le faire. Violation des règles applicables au consentement, aux droits des personnes, au transfert des données personnelles. Très concrètement, ils infligent quand même pas trop ce genre de pénalité-là. Par contre, l'autre, oui. L'autre, c'est 10% ou 2% du CA mondial consolidé. Si vous faites une violation des règles de protection des données, dès la conception, ça veut dire concrètement si vous n'avez pas mis en place un protection by design, une security by design, c'est-à-dire quand vous avez conçu vos nouvelles applications, on va en parler plus loin. S'il y a une absence de contrat avec les sous-traitants, donc ça, là, ils vont pas vous louper. Et s'il n'y a pas de notification, car en gros, si vous n'avez pas un SOC qui permet pas derrière, donc un Security Operating Center, qui permet pas derrière d'aller notifier auprès de l'autorité de tutelle, qui est ici la CNIL pour la France, ou la CNIL de votre pays, du pays dont vous dépendez si vous avez des filiales, dont dépend votre filiale. L'analyse d'impact, et vous avez fait une absence de registre de traitement. Donc ça a beaucoup plus de chances d'arriver que ça. Parce que là, il faut vraiment y avoir voulu y mettre comment dirais-je, du sien, et être vraiment pas coopératif, vraiment avoir rien fait pour se le prendre. Là, par contre, ça va plus vite. Enfin, ça peut arriver plus souvent, disons. Donc ça, c'est le cadre réglementaire. Donc les sanctions quand même qui sont applicables sont pas neutres, sont assez importantes. Alors, quels sont les impacts organisationnels du RGPD sur le SI? Bon, d'abord, il vous faut un DPO, il faut mettre une gouvernance et une conformité, mapping des données et des flux, registre des traitements, analyse d'impact des traitements, code de bonne conduite. Ça prend un peu de temps comme dans l'organisation de faire ça. Réponse aux demandes d'accès, modification, suppression, limitation de traitement, profilage, portabilité en un mois. Donc ça aussi, il faut avoir mis en place les traitements, les process en interne dans votre société pour répondre à ça. Gestion du traitement du consentement et de l'information du client. Donc ça, il faut avoir prévu ça sur votre site web ou quand il y a un traitement électronique. Gestion des contrats avec les sous-traitants. Ça aussi, c'est une grosse tâche. Procédure de notification à un guichet unique. Donc là, c'est la CNIL en France, mais si c'est, par exemple, imaginez que vous avez une filiale en Belgique, c'est la CNIL belge. C'est pas celle de la France. Et puis une gestion du changement, c'est-à-dire quelles actions de formation et de communication vous avez prévues. Tout ça, c'est un gros travail. C'est déjà un travail vraiment lourd. Enfin, c'est pas léger, quoi, quelle que soit la taille de la société. Il y a une dérogation si votre société fait moins de 10 millions d'euros. Mais si elle fait plus, vous n'avez pas de dérogation. Les impacts juridiques, donc déjà, il faut réalisation d'un audit juridique et technique des traitements et des politiques internes. C'est un peu la conséquence de ce qu'on a dit ici. Excusez-moi, gestion, c'est pour le registre des traitements. C'est la conséquence de ça. Il faut ensuite réaliser un audit des contrats, définition d'une politique en matière de sous-traitance et renforcement de la clause relative à la protection des données à caractère personnel, et définition d'une politique de gouvernance en matière de protection des données. Ça, c'est beaucoup moins lourd à faire que la tâche précédente, mais encore faut-il le faire en ayant un juriste avec vous pour le faire, parce qu'il y a des contrats types maintenant qui existent, mais il faut le faire, quoi. Et par contre, retenez quand même que le point important, c'est que vous ne pouvez pas dire « Ah, ça n'a pas été fait, c'est la faute de mon sous-traitant ». Alors là, c'est très clair avec RGPD. Si vous ne faites pas, c'est votre faute par défaut. Donc, vous ne pouvez pas dire « Ah, non, c'était mon sous-traitant, il ne l'a pas fait, c'est sa faute à lui ». Non, vous ne pouvez pas le faire, ça. Vous serez automatiquement requalifié comme étant vous le responsable parce que vous êtes le propriétaire de la donnée. C'est ça qu'il faut retenir. Et non pas celui qui traite la donnée. Donc ensuite, point important à s'y avoir en tête, là c'est pas un impact juridique, c'est plutôt un impact SI, c'est le privacy by design et le privacy by default. Alors le privacy by default consiste à dire j'ai mis en place des systèmes de sécurité qui protègent mes données personnelles. Généralement, toutes les sociétés, à part vraiment ceux qui sont complètement fous, le font. Donc vous avez mis en place un firewall, vous avez mis en place, je sais pas moi, un SSL, vous avez transporté la donnée chiffrée, etc. Enfin, tous ces systèmes-là, en général, par défaut, vous le faites
Alors, certains le font mieux que d'autres, mais globalement, vous faites des choses. Par contre, le Privacy by Design, là, c'est beaucoup plus nouveau, en ce sens que ça veut dire que dès la conception de mes applications, je dois intégrer la sécurité, ce qui suppose quand même un changement assez important de la culture sur la façon de développer mes applications. C'est pas je fais un cahier des charges fonctionnel qui définit ce que va faire mon application et tout va bien. C'est je fais un cahier des charges fonctionnel qui définit ce que va faire l'application et en plus, j'ai prévu à l'intérieur quelle sera la sécurité appliquée. Et si vous ne le faites pas, bah, vous pouvez vous faire retoquer. Alors, ils ont été gentils hein, dans le RGPD, ils ont défini que vous aviez un certain délai pour le faire et que ce délai s'appliquait plutôt aux nouvelles applications et que pour les anciennes applications, vous aviez quand même le temps de le faire tranquillement. On a fait il y a un certain temps, en 2018, hein, une présentation très détaillée sur le sujet qui peut vous être envoyée si à un moment donné vous le souhaitez. Mais c'est important de retenir que la mise en place de Privacy by Design veut dire que dès que je commence à développer une nouvelle appli, je dois intégrer la sécurité, comment la sécurité sera traitée à l'intérieur de cette nouvelle application et évidemment comment sera traitée aussi les données personnelles, hein, évidemment. Alors après, il y a plein de techniques, hein, mais il faut l'avoir intégré. Les impacts techniques ensuite, c'est la portabilité de la donnée dans un format utilisable, tester et évaluer la sécurité régulièrement, être en mesure de notifier une violation en 72 heures, ce qui en gros veut dire avoir mis en place un SOC. Si vous n'avez pas mis en place un Security Operating Center, ça va être difficile d'être compliant avec ça. Et quelle procédure de notification vous avez fait. Et ça, c'est quand même un travail certain. Hein. Toutes les sociétés n'ont pas un SOC. Alors vous pouvez l'externaliser, hein. Il y a des sociétés qui font ça, hein, ou l'internaliser si vous êtes beaucoup plus gros. Mais ça fait quand même un travail certain. Là, j'ai fait un slide très résumé des impacts si vous êtes concerné par NIS. Donc, je rappelle, NIS, hein, il faut être un organisme économique ou sociétal essentiel et que l'ANSSI vous est nommé. Si vous n'avez pas été nommé par l'ANSSI, vous n'êtes pas concerné. Mais si vous êtes, imaginons, un hôpital d'une certaine taille, vous êtes nommé. Vous êtes un fournisseur d'électricité d'une certaine taille, vous êtes nommé. Dans la santé, il y a la santé, il y a la banque, il y a l'assurance, il y en a un paquet. Hein. Et le transport aussi, par exemple. Donc, il faut identifier une personne qui est le point de contact, c'est un peu comme le DPO. Il faut définir quels sont vos systèmes d'information essentiels, et puis les données. Quelles sont les règles de sécurité que vous allez appliquer, déclarer les incidents et contrôler. Vous remarquerez quand même qu'on est très très proche de ce que raconte de faire RGPD, à l'exception du point numéro 2 qui est déclarer vos systèmes d'information essentiels que vous n'avez pas besoin de faire dans le cadre d'RGPD. Mais pour le reste, hein, là, vous déclarez à l'ANSSI pour NIS, alors que l'autre, vous déclarez à la CNIL. Mais déclarer à la CNIL ou à l'ANSSI, franchement, c'est la même chose du moment que vous avez mis en place un Security Operating Center. Mais c'est grosso modo les mêmes règles. Il y a quelques subtiles nuances que je vous expliquerai ici au niveau 3. Si on avance maintenant dans les cybermenaces, on va aller très très vite sur ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est très connu de votre part. Le seul point sur lequel je souhaiterais insister, c'est celui-là. Vous voyez, 22 millions d'euros, coût de la demande qui a été infligé à British Airways. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un détournement de trafic de ses visiteurs vers un site web pirate qui a produit les hackers à voler les données personnelles de plus de 400 000 clients. Donc ça, c'était les Anglais hein, qui ont mis 22 millions d'amendes, mais il y en a eu une en France récemment. Hein. Donc souvent, les sociétés avec lesquelles nous échangeons nous disent oui, non, mais jamais ça nous arrivera. La réalité est qu'il faut quand même faire attention parce que en gros, la CNIL ne va pas contrôler tout le monde, hein, ils ne sont pas 72 000 hein, non plus, ils sont même assez peu. Mais par contre, ils vont en contrôler quelques-uns les plus emblématiques et en faire des exemples si ça ne va pas. Quoi. C'est exactement ce qu'ont fait les Anglais avec British Airways. Hein. Ça s'appelle un coup de semonce. Mais donc, c'est une réalité, il faut faire un peu attention à ce qu'on fait sur le sujet. Ce n'est pas juste ça ne m'arrivera pas à moi. Ensuite, si on regarde les panoramas, les attaques, aujourd'hui, les attaques applicatives ont augmenté de 800% en un an. Nombre total d'attaques de DDoS dans le monde, 15 millions. Hein, c'est les plus gros types d'attaques qu'on voit. Hein. C'est des attaques applicatives. Alors, la première, c'est d'abord le DDoS. Hein. La deuxième, c'est celle-là. La troisième, c'est un peu celle-là. Très classique, une injection SQL, me direz-vous. Hein. Mais c'est quand même les plus grandes. Et puis, beaucoup de sociétés mettent en place des stratégies de mode cloud. Comme ce n'est pas l'objet de ce webinaire de rentrer dans les attaques applicatives, hein, on va y aller rapidement. Donc, vous voyez, les conséquences cyberattaques, c'est classique, hein, perte d'exploitation, arrêt de la production, divulgation de données personnelles, perte de confiance. Bon, je ne vous apprends rien, je pense. Mais encore, c'est toujours utile de le rappeler. Alors maintenant, concrètement, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre? Et là, on va rentrer dans le détail. C'est-à-dire que tout le volet précédent, hein,
c'est le prérequis pour aller vers ça, hein. Vous pouvez commencer à mettre ça en place, mais si vous n'avez pas fait le précédent, vous allez avoir quelques petits soucis avec la CNIL. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Alors souvent les gens considèrent qu'une donnée personnelle, c'est juste mon nom, mon prénom, mon adresse, et puis tout ce qui pourrait être relatif à mon sexe, à mon âge, etc. En fait, c'est pas, il y a bien plus de choses que ça, hein. Les téléphones sont des adresses personnelles, mais aussi, par exemple, l'adresse IP ou la géolocalisation sont des données personnelles. Or, la plupart des systèmes fournissent l'adresse IP et fournissent la géolocalisation de la personne. Vous êtes à Aulnay-sous-Bois, ça vous est déjà arrivé plein de fois de recevoir bonjour, vous êtes à Paris et vous pouvez bénéficier de je sais pas quoi, de telle promotion. Bon, ça c'est la géolocalisation, hein. Et donc ça c'est considéré comme une donnée personnelle. Donc c'est pas uniquement des données super sensibles, genre santé, religion, vie, orientation sexuelle, etc. C'est certes de la donnée personnelle, mais ça va beaucoup plus loin, quoi. Et donc gardez en tête que dire ah non, c'est seul le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone et des données, on va dire, à caractère sociétal sont des aspects de données personnelles, pas du tout, hein. Il y en a beaucoup plus que ça, et notamment l'adresse IP et géolocalisation. Alors, on a parlé à un moment donné de security by design. Donc, pour illustrer cela, j'ai repris un slide qui appartient à linux.dev, très bien fait d'ailleurs ce slide, qui s'appelle le SDLC, donc Software Development Lifecycle, et là on l'a pris dans un modèle dit DevSecOps, c'est-à-dire, quoique ça pourrait être un système général, mais DevSecOps s'applique bien. Donc vous avez, j'ai une demande, j'analyse les besoins, je fais le design, je fais le codage, je le teste, le déploiement, la production, tout va bien, je suis content. Donc ça c'est un modèle waterfall, je commence ici, j'ai, je sais pas moi, 300 spécifications et j'atteins ici 2 ans après avec mes 300 spécifications, sachant que 2 ans après, votre client il a beaucoup changé d'avis. Et le modèle DevSecOps, en comparativement, c'est quoi? C'est le fait qu'au lieu de mes 300 spécifications, de les faire d'un bloc sans me poser de questions, je les divise en, je sais pas moi, 10 fois 30 fois 10 features, et tous les 10 features, je mets quelque chose en route et je pose la question à mes utilisateurs, est-ce que les 290 qui restent après que j'en ai mis en place 10 sont toujours les mêmes? Ah non, non, finalement j'en ai changé. Donc vous changez vos features au fur et à mesure et vous mettez au fur et à mesure en place. En attendant, ça veut dire qu'au lieu de se préoccuper de la sécurité juste ici, ce qui est le cas le plus courant en production, eh bien je vais m'en préoccuper dès ici et dès ici. Et évidemment ici. Alors ça se traduit par quoi concrètement? Si je me mets dans un modèle DevSecOps, c'est-à-dire je vais découper mes 300 features requests pour mon application en paquet de 10, eh bien à chaque fois que je vais développer 10, je vais me poser la question, quelles sont les menaces qui peuvent y avoir, quels sont les prérequis de sécurité que je dois faire, et je l'intègre dans mon développement. Et à partir de là, je vais le tester avec divers outils. Donc souvent, les plus connus sont l'analyseur de code, du SAST. Je peux avoir aussi un analyseur de dépendance, du Software Compliant Analysis. C'est les plus courants pour le moment qu'on voit sur le marché. Et puis après, vous pouvez mettre en place des systèmes de type YAST. Là, c'est j'analyse le runtime que j'ai généré, donc les failles qui sont liées au runtime que j'ai généré, ou alors un couple qui est fait du WAF, donc du Web Application Firewall, avec un outil d'analyse de vulnérabilité. L'intérêt de ce genre de système là ici, c'est de faire en sorte que si je ne suis pas au point ici, parce que ça génère énormément de demandes de correction de vulnérabilité, je peux ici mettre en place des politiques qui vont s'appliquer pour l'ensemble des applications que j'ai développées ici, sans avoir à gérer ou à corriger toutes les vulnérabilités. Corriger une vulnérabilité, ça prend un mois en général, hein, tout compris. Et là, le YAST, c'est un intermédiaire entre cette solution-là et cette solution-là. Et puis après, évidemment, quand vous êtes en production, vous avez classiquement soit des systèmes de WAF, soit des systèmes de RASP, c'est-à-dire c'est la même chose qu'un WAF, mais au niveau d'un serveur, ou alors vous avez du Security as Code si vous êtes dans un modèle DevSecOps pur et dur, avec automatisation dans le cloud, avec mise en place de pipeline CI/CD, avec derrière du Kubernetes et des choses comme ça, Ansible, Terraform, tout ce qui s'ensuit. Et là, vous développez directement votre sécurité dans le cloud. Ce que je veux dire simplement ici, c'est que quand vous êtes en train de penser aujourd'hui votre sécurité, vous devez la penser dès le design. Voilà. Et donc, ça signifie mettre en place un certain nombre d'outils qui permettent de le faire. Alors, les outils, c'est une chose, mais aussi avoir intégré le fait que vous avez défini vos prérequis ou vos
règles de sécurité au niveau du développement. Puis après, évidemment, vous les testez, c'est-à-dire que vous avez normalement une Blue Team qui est ici, qui teste ici, puis vous avez une Red Team qui vous attaque à la fin pour voir comment, si vraiment c'est bien protégé. Et la Red Team est souvent d'ailleurs externalisée, ce sont des gens extérieurs à votre société qui vont tester si votre système il tient bien la route. Mais si vous n'avez rien mis en place, la probabilité de chance que ça se passe bien est faible. Si vous avez fait ça, généralement, vous avez une bonne chance que ça se passe bien. Alors, généralement, les sociétés n'ont pas fait tout ça, ne font qu'une partie de ça. Et puis, vous pouvez aussi utiliser des bug bounty qui sont aujourd'hui très en vogue. Alors, par exemple, vous avez en France YesWeHack qui fait ça, où vous le demandez, vous mettez en place un programme où des white hackers, donc des hackers blancs, vont voir quelles sont vos failles et ils remontent les failles et ils ont des récompenses que vous avez définies au départ en fonction des failles qu'ils ont trouvées. Voilà. Et donc ça permet d'améliorer votre sécurité. Donc ça, c'est vraiment un point nouveau parce que avant, souvent, on mettait en place la sécurité ici en production et pas du tout ici. Et ça, c'est un changement important. Alors maintenant, quand on est au run, alors là, c'est beaucoup plus classique. Donc, plutôt que de décrire tous les systèmes de sécurité, je me suis concentré uniquement sur ce que demande de faire RGPD par rapport à ce que vous avez déjà ou que vous n'avez pas déjà. Alors, le point important, c'est vraiment l'authentification, la gestion des privilèges. Ça, c'est vraiment les 2 points importants. Donc, c'est les bastions. Donc, par exemple, en France, un des acteurs du bastion, c'est Walix. L'authentification, vous mettez en place soit un login mot de passe classique, soit un MFA, donc du Multiple Factor Authentication, de préférence qui soit le plus conforme à la norme FIDO2, qui est la norme qui est en train d'arriver là, qui est en train de se développer sur le marché. Et par exemple, je sais pas moi, en MFA, si on regarde des sociétés françaises, vous avez et là, c'est le trou de mémoire. Il y a une société française qui fait ça. Je m'en rappellerai après. Donc, en tout cas, l'authentification, login mot de passe ou MFA, c'est important. Gestion des privilèges. Ensuite, il faut que votre information soit transportée chiffrée. Donc, VPN classique, SSL si votre niveau de sécurité est classique et IPsec si vraiment vous avez de l'information sensible. Et puis, l'information doit être chiffrée. Et alors, c'est là qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, de mots qui sont dits sur le marché et qui ne sont pas d'une grande clarté. Et il y a beaucoup de choses qui sont comment dirais-je, mélangées. Vous avez 2 cas de formation chiffrée, au repos et contre le service. Au repos, c'est ce qui est fait à peu près par tout le monde, c'est-à-dire quand mon information est stockée, elle est chiffrée, dont acte. Ça, tout le monde le fait, qu'il soit américain, français, tout ce que vous voulez. Contre le service, ça veut dire que votre service cloud n'est pas en mesure de lire l'information. Traduction, il n'est pas en mesure de lire l'information qui est en mémoire. C'est à ce moment-là qu'il est capable de lire le service. Si mon information elle est chiffrée, on va y venir plus en détail après, mais si mon information est chiffrée, et si cette information, quand elle va remonter en mémoire, elle va être déchiffrée. Donc, si elle remonte en mémoire et qu'elle est déchiffrée et que je suis sur un cloud américain, imaginons, eh bien, je ne peux pas être conforme GDPR, c'est pas possible parce que la mémoire est lisible en lecture et donc il suffit juste d'attendre et à un moment donné, ils auront l'info, voire même ils mettent en place une routine qui fait monter l'information en mémoire, récupère l'info et terminé, même si vous n'avez rien fait, surtout s'ils ont les clés. Et c'est ça le point important, c'est êtes-vous protégé contre le service cloud? Vous ne pouvez être conforme GDPR que si vous avez une information chiffre repos, c'est le cas de tout le monde, et si votre information est chiffrée contre le service. Et on va détailler ça plus en détail après, parce que c'est vraiment le point le plus important. Alors, si on applique ça, on l'appliquait ça, nous, aux technologies que nous, on maîtrise. Donc, autrement dit, les Web Application Firewall et la sécurité dans le cloud des données. Alors, si vous êtes sur site, vous n'avez pas besoin d'impact. Vous n'avez pas un impact de GDPR. Vous appuyez sur votre architecture de sécurité classique. Elle respecte les mesures de sécurité 1 et 2, c'est-à-dire authentification, gestion de privilèges, information chiffrée InMotion en particulier si vous êtes à l'extérieur. Et puis, vous n'avez pas forcément besoin de chiffrer vos données. D'accord ? Dans le cadre des NIS, vous êtes une société, un organisme qui est touché par les NIS sur un système d'information essentiel, vous devez ségréguer le système d'information, c'est-à-dire le mettre dans une bulle à part de votre système d'information avec un firewall, avec idéalement une sonde réseau, et puis si c'est une application web, un Web Application Firewall devant, le tout géré avec une authentification, du chiffrement de la donnée dans le transport, mais vous n'avez pas besoin de chiffrer la donnée au repos, d'accord ? Si vous êtes dans le cas de figure sur site. Si vous êtes dans le cloud public ou un Managed Secure Service Provider, vous avez 2 cas de figure. Premier cas de figure, mon
mon application est sur un cloud public, on va dire, touché par l'extraterritorialité. Au deuxième cas de figure, mon cloud est sur un cloud public non touché par l'extraterritorialité. Traduction, un acteur européen qui n'est pas touché par les lois extraterritoriales. Par exemple, un Atos, par exemple, je sais pas moi, un Claranet, un ITS Integra en France, mais il y en a d'autres, hein, il y a un OVH, parce que c'est à la mode actuellement. Un OVH est dans ce cas de figure-là. Auquel cas, vos données étant sur des providers qui sont des providers européens non touchés par l'extraterritorialité des lois, eh bien, vous pouvez avoir vos données sur ces systèmes-là, chiffrées ou non chiffrées, sauf si c'est des données NIS, c'est-à-dire que vous êtes obligé de les chiffrer, et vous pouvez, comment dirais-je, avoir des bases de données ou des documents directement sur ces applications-là. Si par contre maintenant vous êtes dans un cloud qui est soumis aux lois extraterritoriales, eh bien il faut que vos documents et vos bases de données soient chiffrés. Non seulement en repos, mais contre le service, comme j'ai expliqué juste avant. Et après, si on prend le cas des Web Application Firewall, si votre Web Application Firewall est en mode SaaS, eh bien il doit être conforme GDPR. Traduction, si votre offreur de Web Application Firewall en mode SaaS est un Américain, eh bien, il ne peut pas être conforme GDPR. Pourquoi? Parce que le but d'un Web Application Firewall, c'est d'ouvrir le flux chiffré et de regarder ses attaques dedans. Donc, par définition, eh bien, je vais me retrouver avec de la donnée qui sera lisible par le service automatiquement. Donc, ça, c'est un point important à avoir en tête, c'est-à-dire, c'est où se trouve ma donnée, c'est-à-dire où se trouve soit ma base de données, soit mes documents. Sont-ils dans un clouder européen en tout cas non soumis au Cloud Act ou Patriot Act ou à n'importe quelle règle extraterritoriale ou pas? Si c'est la réponse est oui, il n'est pas soumis, auquel cas, bah, pas de problème, je peux y mettre les applications que je veux. Et puis, si je veux prendre une protection de l'application web en mode SaaS, il faut juste s'assurer que celle-ci est conforme GDPR, c'est-à-dire qu'elle n'est pas touchée par une extraterritorialité. Voilà. Et donc, c'est ce que j'explique ici aussi. Et si vous êtes en mode cloud public, donc Microsoft, Amazon, Google, mais Alibaba, c'est pareil, hein, non conforme GDPR, car on décrypte le flux dans le cloud public. Les seuls que vous pouvez généralement rendre aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir juste après, conforme GDPR, c'est les documents et les données qui sont lues dans un cloud public, mais des données qui sont des documents, pas des bases de données. Alors, donc là, je réexplique. Votre information doit être chiffrée au repos et protégée contre le service. Donc, pas de lecture en mémoire dans le cloud. Et là, c'est pas moi qui ai fait ce slide. Hein. En l'occurrence, c'est Monsieur Vasco Gomez, qui est le CTO produit d'Atos. C'est pour ça que je marque le slide via d'Atos. Hein. Et j'ai trouvé ce slide qui est paru dans un article il y a à peu près 2 semaines, extrêmement pertinent. Pourquoi? Parce qu'il explique très clairement comment sécuriser du document dans le cloud. Alors, pourquoi du document et pas de la base de données? Parce qu'aujourd'hui, par définition, une base de données, elle monte en mémoire. C'est-à-dire, quand elle est chiffrée au repos, bah, vous pouvez la chiffrer, mais à partir du moment où je monte l'information pour lire une requête, elle monte en mémoire. Et donc, à partir de là, vous ne pouvez pas être protégé contre le cloud, contre le service. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, pour le moment en tout cas, il n'y a pas de solution qui permette d'aller protéger la base de données en mémoire de confiance, j'entends. Hein, parce que vous avez des solutions de chiffrement de base de données, mais si j'utilise celles qui sont propriétaires, imaginons, d'un Oracle, qui est un Américain, ben, ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Et donc ici, vous avez plusieurs cas de figure. Alors, ce qu'il faut bien retenir dans la façon de protéger les données, c'est la gestion des clés et le chiffrement. Donc, premier cas de figure, j'utilise la clé de mon offreur de cloud et j'utilise le chiffrement de mon offreur de cloud. Si mon clouder il est européen, pas de problème, je serai conforme GDPR. Si mon clouder il n'est pas européen, et bien là, et que j'ai de la donnée personnelle, et bien là, c'est certain, vous ne pouvez pas être conforme GDPR, quoi que vous fassiez. Et ça, c'est une certitude absolue. Deuxième cas de figure, le chiffrement, seul le chiffrement est contrôlé par le fournisseur de cloud. Ça veut dire que vous avez un HSM client, donc un Hardware Security Module qui détient vos clés, et le moteur de chiffrement est un moteur cloud. Dans ces conditions-là, vous avez plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, il y a ce qu'on appelle le Bring Your Own Key.
Si on est en Bring Your Own Key, en réalité, vous amenez votre clé, mais il y en a une duplication au niveau du clouder. C'est-à-dire que le clouder possède la clé. Et donc, à partir de là, vous ne pouvez pas être conforme du GDPR. Deuxième cas de figure, vous prenez un HSM client et vous faites ce qu'on appelle du hold your own key. Auquel cas, vous allez dupliquer votre HSM qui est chez vous sur le clouder et vous détenez les clés dans tous les cas de figure. Et donc, le clouder ne détient pas la clé. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre un moteur de chiffrement cloud ou un moteur de chiffrement tiers. Si on est dans un moteur de chiffrement cloud, genre par exemple si on prend Microsoft AIP, vous allez être capable d'être conforme GDPR. C'est-à-dire, vous possédez vos clés, hold your own key et pas bring your own key, et vous utilisez de l'AIP. Vous serez conforme, mais par contre, vous perdrez les fonctionnalités de recherche des documents et des métadonnées qui font fonctionner vos workflows. Si vous utilisez des moteurs de chiffrement tiers, vous allez avoir le même niveau de sécurité en matière de GDPR, mais vous pourrez en plus faire des recherches sur les métadonnées et sur les documents, ce qui ne sera pas le cas si vous êtes avec un AIP, par exemple, avec un HSM, je ne sais pas moi, Entrust, ou un HSM que vous, Thales, enfin, pas Thales parce qu'ils l'ont vendu, mais un autre, que vous maîtrisez vous. Et puis, dernier cas de figure, vous avez un moteur de chiffrement en interne et une gestion des clés par vous-même. Et là, vous êtes mais là, vous êtes dans un cas quasiment on-premise. Là, ici, vous êtes quasiment plus dans le cloud. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes en train de réfléchir sur de la donnée GDPR, il faut se poser la question dans le cloud, il faut se poser la question de petit a, est-ce que mon clouder est européen ou n'est pas européen? Autrement dit, est-ce qu'il est touché par des lois extraterritoriales ou pas? Première question. Deuxième question, s'il est touché par des lois extraterritoriales, comment la gestion des clés est faite? C'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui contrôle la gestion des clés? Est-ce que c'est moi qui contrôle le chiffrement ou pas? Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas conforme GDPR. Voilà, c'est pas très compliqué. Et donc, en complément, vous allez voir l'article de M. Vasco Gomez qui est extrêmement clair sur le sujet. Alors, qui sommes-nous? Et nous sommes dans les temps. Alors, Rohde & Schwarz est une société allemande qui fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2,6 d'ailleurs, et qui a beaucoup d'activités, dont une des activités est la cybersécurité. Aujourd'hui, dans cette activité cybersécurité, on a à peu près 600 références qui sont dans tous les domaines d'activité, comme vous le voyez là, hein, de retail, services, transport, secteur public, enfin, il y en a beaucoup. Quoi. On a 600 clients. Et on propose soit des Web Application Firewall, soit de la protection des données dans le cloud. C'est là-dessus qu'on va se concentrer. On propose aussi des navigateurs virtualisés, du chiffrement de disques, la transmission de données chiffrées à distance au niveau 2, connexion site à site et du VPN. Mais bon, on va surtout se concentrer là-dessus. Nos offres sont souveraines. Alors, on est une société allemande, donc par définition, on est en Europe. Hein. Et donc, quand on propose des solutions, nos solutions sont conformes au GDPR, en particulier si elles sont dans le cloud, comme je l'ai expliqué précédemment. Alors, si on prend les Web Application Firewall, les Web Application Firewall, vous pouvez les déployer aujourd'hui soit sur site, soit dans un cloud public, avec les limites que je vous ai indiquées si c'est de la donnée personnelle, soit en mode SaaS, toujours avec les limites que je vous ai indiquées si votre serveur d'application, lui, se trouve dans un cloud public. Et puis, vous pouvez le développer aussi en mode DevSecOps, c'est une offre qu'on a sortie qui permet de se mettre dans le nouveau mode de déploiement aujourd'hui, qui sont le développement en mode DevSecOps, c'est-à-dire DevOps, dans lequel vous rajoutez la sécurité. Et on permet de créer des containers, avec des politiques de sécurité, avec du WAF dedans. On propose une offre qui est en mode SaaS automatisé. Donc, c'est un système de Web Application Firewall avec un système d'anti-DDoS derrière qui permet de supporter les attaques les plus courantes, évidemment, comme je vous ai montré avant. DDoS en premier, ensuite attaque applicative et ensuite SQL injection dans les types d'attaques applicatives, plus évidemment tout le top 10 WASP. Le tout en étant conforme GDPR, nos serveurs sont en France et en Allemagne en l'occurrence. Et donc, c'est une offre qui marche très bien aujourd'hui, hein, parce que ça décharge les DSI du fait de gérer les WAF. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Et puis, vous avez un déploiement. Cette fois-ci, je vous ai fait un déploiement en mode cloud. C'est-à-dire là, au lieu de dire ici, c'est je ne gère rien et je donne tout à gérer à Rohde & Schwarz, qui va gérer non seulement le Web Application Firewall, et si vous le désirez, aussi les faux positifs. Là, ici, je suis dans un modèle de développement cloud avancé, c'est-à-dire j'ai dit
j'ai une équipe DevOps. Cette équipe DevOps produit une application. À partir de là, je lance un script Terraform pour le déploiement, un script Ansible pour la configuration, le script exécuté, je génère automatiquement le WAF avec ses politiques de sécurité et je déploie. Et ça, c'est un modèle de déploiement qui va de plus en plus arriver sur le marché. Aujourd'hui, quand on prend une application, finalement, on fait son application, on la teste, on la donne à la prod le déploie, soit dans un data center interne, soit sur un cloud public, soit sur un cloud privé. Voilà. Et ça, de plus en plus, on va avoir une intégration entre le développement et les ops. D'où l'importance de pouvoir générer ces WAF en mode, son application, hein, en mode automatisé. Donc à travers tous les systèmes, Terraform, Sensible, etc. Et donc ça, c'est un système qu'on supporte aujourd'hui. Là, on vous donne un exemple de groupe hospitalier. Alors, si on met ça, c'est parce qu'on n'a pas le droit de citer son nom. Lui, il a fait un déploiement en mode Cloud Protector pour 100 applications. Donc lui, il protège 100 applications où il ne s'occupe de rien. Voilà. Donc ils sont 100 000 personnes, c'est un grand groupe. Hein. C'est un des 2 plus gros groupes hospitaliers français. Là, c'est l'APHM, c'en est un autre. Et lui, il a fait en mode je le fais chez moi. Donc lui, il a fait ça dans ses propres applications. Il a développé 4000 IP, 100 applications, le tout avec un système assez léger, hein, parce que ça c'est l'entrée de gamme hein, chez nous. Voilà. Et donc ça lui permet surtout d'être conforme GDPR, haute autorité de santé, parce que lui c'est ça, comment dirais-je, ses règlements à lui c'est plutôt ça, et d'être conforme ce qu'il a besoin de faire quoi, sur le sujet, ce que j'expliquais avant. Après, on a une autre application qui, elle, permet de chiffrer la donnée dans le cloud, la donnée au sens le document dans le cloud. Comme je l'ai expliqué, à ce jour, il n'y a pas de solution pour chiffrer de la donnée base de données dans le cloud. On peut chiffrer de la donnée base de données, hein, mais on ne sera pas pour autant conforme. Parce que par définition, quand on va déchiffrer, la donnée va remonter en mémoire. Et donc ça, c'est un système, par contre, où le système va permettre d'aller chiffrer un document contenant de la donnée personnelle, de préférence évidemment, ou de la donnée sensible, hein, ça peut être de la donnée avec de la propriété industrielle, intellectuelle, pardon, et ça permettra d'utiliser du Teams, du Microsoft 365 ou du SharePoint, ce qui vous est extrêmement demandé actuellement, de façon compliant GDPR. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail du sujet, hein, c'est pas l'objet. Et donc ici, un use case. Donc là, c'est un groupe qui l'a mis en place pour le moment en centrale chez lui, mais il pourrait l'avoir en Office 365. Et son objectif à lui, il avait besoin d'avoir une infrastructure centralisée avec la capacité à avoir de la donnée, parce que c'est de la donnée sensible, qui soit cantonnée par pays. Donc il a une structure, il a en gros une instance centrale de SharePoint. Cette instance centrale de SharePoint a des sous-instances par pays. Donc l'information est stockée dans un pays qui n'est pas le pays conservé. Imaginons, je sais pas moi, je suis en France et puis j'ai de la donnée sensible pakistanaise, indienne, australienne, imaginons. Et à partir de là, la donnée n'est pas en Australie, elle est bien en France, mais pour autant, elle est conforme à la loi australienne. Pourquoi? Parce qu'elle est chiffrée et non lisible en France pour cette donnée australienne. Mais par contre, je bénéficie que d'une seule instance pour gérer une seule instance SharePoint pour gérer tous mes pays, ce qui évidemment coûte beaucoup moins cher que d'avoir une instance par pays, ce qui coûterait beaucoup plus cher. Et donc c'est ça qu'ils ont fait, ce qu'a fait ce client-là. Mais on peut imaginer la même chose avec du Office 365, hein. Même sujet. Voilà. On avait dit 45 minutes, nous sommes à 44. Les questions sont ouvertes. Impeccable. Merci beaucoup Gilles pour cette présentation détaillée. On va passer du coup aux questions, on en a quelques-unes. On en a une, si le cloud provider propose sa propre solution de chiffrement dont il mentionne, qu'elle est souveraine, est-ce que cela peut répondre? Alors oui, si votre cloud provider est un cloud provider qui n'est pas touché par l'extraterritorialité et qu'il propose une solution de sécurité telle que je viens de la décrire dans ces éléments, c'est-à-dire authentification, transport chiffré, chiffrement au repos, eh bien aucun problème, vous êtes conforme. Voilà. Mais c'est un point important parce qu'aujourd'hui, d'où d'ailleurs tout le battage qui existe aujourd'hui autour des plateformes de type OVH, de type Outscale,
de type, en gros, comment dirais-je, européenne, parce que ces sociétés sont par définition conformes à GDPR, parce que non touchées par l'extraterritorialité. Par contre, si vous appelez Microsoft France et que vous dites je ne suis pas touché par l'extraterritorialité, c'est pas vrai, parce que votre headquarter est aux États-Unis et donc votre maison mère, elle est touchée par ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces offreurs-là, européens, ils créent des sociétés différentes et étanches entre France et États-Unis, pour être sûr de ne pas avoir de problème. C'est-à-dire que l'américain, enfin la justice américaine ne peut demander des comptes qu'à ce que met aux USA, imaginons, je sais pas moi, Atos, par exemple. Donc oui, la réponse est oui. Si votre offreur est un offreur qui est de base conforme GDPR, si vous mettez en place les solutions techniques qu'on a vues avant, de base, vous serez conforme pour vos applications. Oui. Merci Gilles. On a une deuxième question. Si la direction de notre organisation ne souhaite pas renoncer aux fonctionnalités recherche des documents et métadonnées dans Office 365, y a-t-il une solution pour être conforme RGPD ou c'est bien un prérequis des solutions? Alors, pour être bien clair sur le sujet, si vous utilisez du HSM avec de l'AIP, non, vous ne pourrez pas faire de recherche de documents ni de métadonnées. D'ailleurs, alors pour votre info, à partir de fin juin, il y a un document du CLUSIF qui sera public. Donc il est sorti le 17 décembre et il sera public le 30 juin. Et ce document, qui fait une centaine de pages, qui a été écrit avec Microsoft, Total, Elior et nous aussi au passage, Roden Schwartz, ainsi que d'autres sociétés françaises, par exemple Ilexi. Ce document qui fait 100 pages décrit toutes les mesures de sécurité pour Office 365. Et donc pour répondre à la question, à l'intérieur de ce document se trouve la réponse à cette question qui est si vous utilisez du HSM et de l'AIP, vous serez conforme GDPR, mais vous ne pourrez pas avoir la capacité à chercher de la donnée ni de la métadonnée. Si vous prenez une solution tierce, genre TrustyGate, vous pourrez le faire, mais que sur les documents, pas sur la partie base de données. Voilà. Ça, Merci Gilles. Une autre question, est-il possible d'expliciter davantage l'offre DevSecOps? Je pense que là, on parle de Trusted Application Factory. Si tu peux en dire un peu plus sur l'offre. Alors, aujourd'hui, si on replace dans le contexte de ce webinaire, quand vous voulez être conforme GDPR, il faut mettre en place de la security by design. Si vous mettez en place de la security by design, quand vous êtes en train de développer, soit vous le faites en modèle V, waterfall classique, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué au niveau du software development lifecycle. On va repartager l'écran. Si je peux partager l'écran, ah oui, c'est là. Donc ici, en fait, excusez-moi, normalement vous devez voir mon écran. Donc en fait, quand on est au niveau du software development lifecycle, ici, si on est en modèle en V, il faudra intégrer dès le départ la sécurité, mais vous allez le développer pendant 2 ans et ça a besoin de beaucoup changer. Si vous êtes dans un modèle où vous prenez votre application et vous la divisez en plus petits morceaux, ce qui est l'objectif du DevOps, c'est-à-dire je prends une grosse appli et je la développe, je la découpe en plein de petites parties, et à la fin de chaque cycle de développement, je produis quelque chose qui doit fonctionner. Eh bien, dans ces conditions-là, vous allez intégrer la sécurité, et souvent, quand vous allez déployer, parce que vous allez déployer beaucoup de fois finalement, je ne sais pas, une fois par mois, ça dépend du cycle, en général c'est une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça dépend. Quand vous allez déployer, vous allez vouloir automatiser au maximum. Et vous allez automatiser à travers ce genre de système, c'est-à-dire en mettant en place donc d'abord, vous allez mettre en place des outils de contrôle de la sécurité, vous allez mettre en place ce qu'on appelle un CI/CD, donc un Continuous Integration, Continuous Deployment Tool, et ça va vous permettre ensuite de déployer à partir de script Terraform ou Ansible vers l'endroit où vous aurez défini que vous allez le déployer. Ça peut être soit en interne, soit sur un cloud privé, genre, je sais pas moi, Atos, Claranet, soit vers un cloud public, aux limites près que j'ai évoquées sur les clouds publics pour GDPR.
Et donc, quand vous êtes ici au niveau du DevOps, la question, c'est d'intégrer dans le développement la partie sécurité. Et donc, ça veut dire que faut d'abord définir le niveau de sécurité que vous voulez faire. Et puis, une fois que vous l'avez fait, quels sont les outils que je vais mettre en place au niveau du code pour faire en sorte que je vais produire une application, donc un runtime à la fin, qui sera le plus sécurisé possible. Et donc, dans ce cas-là, il y a deux approches. Première approche, je mets en place un outil de SAST et de SCA qui permet d'aller découvrir les vulnérabilités, mais après, il faut que je les corrige. Donc, s'il m'en a trouvé 3000, j'en ai 3000 à vérifier. Et si j'ai pas le temps d'en vérifier 3000, imaginons que je règle les 10 plus grosses ou les 50 plus grosses, je mets en place un outil de type DAST avec un Edge Firewall. Donc un DAST, c'est des outils genre Rapid7, Tenable, etc. Et des outils tels que le nôtre qui vont avoir pour but, à travers une politique de sécurité, de permettre de contrer les, je sais pas moi, les 2900 autres que vous n'avez pas gérés parce que vous n'aurez pas le temps de le faire parce que c'est trop long à faire. En attendant qu'un jour vous le fassiez ou vous le fassiez pas d'ailleurs. Souvent, c'est plutôt qu'on le fasse pas. Et donc, c'est là où ces solutions-là sont complémentaires de ces solutions-là. Souvent, les sociétés commencent par vouloir mettre ça en place, se rendent compte que c'est très lourd. Enfin, ça demande beaucoup de travail, quoi. C'est pas que c'est très lourd, mais disons que c'est beaucoup de travail derrière. Et donc, elles se disent, oula, comment je vais être conforme? La réponse, c'est vous mettez en place un DAST et un NextGen au niveau du test de l'application avant qu'elle parte en production. Et quand elle arrive en production, il y a déjà une politique de sécurité qui a été faite. Et l'intérêt de le faire au niveau ici du développement, c'est qu'on est capable d'intégrer grâce aux développeurs ici le fait qu'ils nous ont dit c'est telle application qui va tourner derrière, c'est tel outil, je sais pas moi, Drupal, WordPress, une base SQL, je sais pas quoi, etc. Plus j'attends ici des champs alphanumériques ou des champs numériques qui vont permettre de fortement réduire la surface d'attaque en prenant en compte ce que le développeur aura fourni, sans que ça lui prenne trop de temps, parce que l'objectif, ça lui prenne pas trop de temps, et ce que le service de sécurité, enfin la direction de la sécurité, aura voulu mettre en place comme politique de sécurité générale. Et imaginons ici, vous trouvez une faille, celle-là, on la met en place ici au niveau du NextGen Firewall, mais cette faille, imaginons, au lieu de concerner qu'une seule appli, elle en concerne 100, la faille qui a été réglée pour une appli sera réglée pour 100, puisque le Next-Gen Firewall, il va voir passer devant lui 100 applis, et il va utiliser la règle de sécurité pour les 100 applis. Évidemment, vous pouvez décider de l'appliquer qu'à une seule, mais quitte à la régler, autant la régler pour tout le monde, sauf si la faille est spécifique à l'application que vous avez déployée. Mais c'est pas souvent le cas. C'est souvent des failles plus génériques. Donc aujourd'hui, c'est ça que permet de faire TAF, et en particulier de le déployer en mode container, qui est le mode de déploiement le plus courant quand on fait du DevOps. Voilà. D'autres questions? Oui, on va en prendre encore deux, trois. Bonjour, quel est le rôle de l'ANSSI dans le contrôle de la bonne application du GDPR? Alors, l'ANSSI n'a aucun rôle dans l'application du GDPR. L'ANSSI a un rôle dans l'application de NIS, donc uniquement si vous êtes un organisme qui est touché par la directive NIS, c'est-à-dire que vous êtes soit faut être dans l'un des 10 secteurs d'activité qui a été défini par l'ANSSI, et en plus parmi les sociétés que l'ANSSI a nommées. Si vous n'avez pas été nommé par l'ANSSI, vous n'êtes pas concerné. Donc l'ANSSI ne contrôle que ce qui est lié au NIS et que ce qui est lié au niveau du secteur public à tout ce qui est de la donnée confidentielle défense, secret défense. Pour la diffusion restreinte, donc juste pour rappel, dans le secteur public, vous avez de la donnée classifiée, soit elle est publique, soit elle est DR, diffusion restreinte, soit elle est CD, soit elle est SD, soit elle est TSD. Et si elle est TSD, très secret défense, de toute façon, elle n'est pas sur informatique. Donc on va en rester à celles qui sont sur informatique. Tout ce qui est système SD, tout ce qui est système CD doit être contrôlé par l'ANSSI. Tout ce qui est système diffusion restreinte, vous avez deux niveaux dans le diffusion restreinte. Vous avez le diffusion restreinte niveau 1 et le diffusion restreinte niveau 2. Le niveau 2 ne peut pas être dans le cloud. Le niveau 1 peut être dans le cloud. Et auquel cas, c'est chaque organisme public qui définit la politique de sécurité qu'il applique à la donnée diffusion restreinte niveau 1 pour le mettre dans le cloud avec une analyse de risque et des risques résiduels qui en restent. Ça, c'est pour la partie de ce que fait l'ANSSI. Par contre, GDPR, c'est la CNIL. Comme la loi informatique et liberté, c'est la CNIL. Donc en fait, c'est totalement différent. GDPR, c'est la CNIL. Informatique et liberté, c'est la CNIL. L'ANSSI ne traite que NIS et tout ce qui est SD et CD.
et le diffusion restreinte est géré par l'organisme public qui veut mettre en place un système informatique qui a de la donnée diffusion restreinte. Très bien. Une autre question, est-ce que le fournisseur du cloud peut lire en clair les données des clients, même si elles sont envoyées et stockées sous format chiffré? Alors, oui, c'est-à-dire que ça dépend ce qu'il a mis en place comme solution de sécurité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'HSM, s'il n'y a pas d'outil de données de chiffrement at rest, et il n'y a pas d'outil de surchiffrement de la donnée, oui, il peut le faire. Pourquoi? Alors, s'il n'y a pas d'outil de chiffrement de la donnée at rest, il peut le faire tout simplement parce qu'elle est stockée. S'il y a un outil de chiffrement de données at rest, il peut le faire quand elle monte en mémoire. Donc, en fait, pour être sûr que la donnée ne puisse pas être lue, il faut avoir un HSM qui est le vôtre, ce qui est quand même pas le truc le plus simple du monde à faire, hein, mais c'est la réalité. Il faut avoir un HSM qui est dupliqué chez lui. Et ensuite, il faut avoir un outil de chiffrement qui qui fasse que la donnée ne soit pas lue en clair dans le cloud. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est applicable aux documents et pas aux bases de données. En fait, les bases de données, ça pourra être fait quand on aura du chiffrement homomorphe. Mais aujourd'hui, le chiffrement homomorphe, c'est très expérimental. Et en plus, ça bouffe énormément comment dirais-je, de ressources techniques, de RAM, de CPU, etc. Donc aujourd'hui, la réponse est si c'est de la base de données et que mon offreur est un offreur non GDPR compliant, c'est-à-dire il n'est pas européen, quoi, eh bien, je ne peux pas être conforme GDPR. Si je veux avoir une base de données, il faut être automatiquement chez un offreur européen. Et si c'est du document, je peux être dans un clouder public américain, imaginons, mais avec un outil de chiffrement additionnel si j'ai de la donnée personnelle. Voilà. Très bien. Une dernière question, Gilles, et après on terminera ce webinaire. Quels sont les moyens de la CNIL pour contrôler la bonne application du RGPD dans le cloud, surtout les données qui sont hébergées hors territoire? Alors, d'abord, quels sont les moyens de la CNIL? Les moyens de la CNIL, ils sont à peu près 30 personnes. Hein. Là où l'ANSSI sont, 30 personnes à contrôler. Après, la CNIL en tant que telle, ils sont plus que ça. Hein. Mais la CNIL en tant que telle, pour contrôler, sont 30 personnes. Alors que l'ANSSI, ils sont quand même plus nombreux que ça. Donc, c'est quand même pas non plus une force de frappe délirante. Maintenant, généralement, ils se prennent des gens bien visibles et c'est ceux-là qui vont contrôler le plus souvent. Et c'est un peu logique puisque c'est la façon de, comment dirais-je, de faire en sorte que les gens s'alignent lorsque des amendes tombent. Je crois que c'est Cdiscount qui a pris une amende récemment. Ensuite, si la donnée, c'est la deuxième partie de votre question, si la donnée est hébergée à l'extérieur, la réponse est si l'offreur ne lui donne pas accès à la donnée, il ne pourra pas aller voir ce qui s'y passe. Mais en fait, c'est pas comme ça que va procéder la CNIL. Ce que la CNIL va faire, c'est qu'elle va dire, OK, Schrems 2 a dit, vous devez avoir un contrat qui stipule quelles sont les mesures de sécurité que vous avez mis en place pour vous assurer d'être conforme GDPR. Montrez-moi ce que vous avez fait. Et si la réponse est je n'ai rien fait, la réponse est vous êtes mal. C'est plutôt comme ça qu'ils vont procéder. Ils ne vont pas chercher à savoir, à avoir accès à la donnée personnelle qui est à l'étranger. Ils vont vous demander, vous avez de la donnée personnelle à l'étranger, alors vous avez le droit de mentir, hein, vous pouvez mentir, mais après c'est un peu dangereux de faire ça. Hein, parce que s'ils s'en rendent compte, là, ça va faire vraiment mal. Parce que vous repassez dans le cas numéro 1, violation à 3 millions d'euros plus GDPR, 4% du chiffre d'affaires. Hein, tandis que si vous faites des autres choses, plus il y a du pénal derrière. Hein, donc celui qui est concerné, ça peut faire très mal à la fin. Sachant que c'est votre PDG en théorie qui est pénalement responsable, sauf s'il a délégué, ce qu'il fait le plus souvent, la responsabilité au CISO. Dans ce cas-là, c'est le CISO qui est responsable pénalement et non pas le PDG. Donc, on peut toujours jouer avec la loi, après c'est assez risqué et péril, hein. Mais ils vont surtout vous demander quelles sont les procédures que vous avez mises en place et comment vous assurez d'être conforme GDPR. C'est plutôt ça qu'ils vont faire. Très bien. J'ai eu plusieurs fois la même question qui revient dans les questions, c'est est-ce qu'on peut avoir le replay de ce webinaire? Ça me permet de faire la transition avec la conclusion. Donc oui, vous allez bien recevoir l'enregistrement de ce webinaire dans les prochaines heures, normalement début d'après-midi. Pour les questions qui sont malheureusement restées sans réponse, on va revenir vers vous par mail. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez toutes autres questions. Merci à tous de votre participation. Merci à Gilles pour ta présentation. Et à bientôt pour un prochain webinaire. On en a un la semaine prochaine sur
Competition avec notre partenaire SFR. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci Gilles, merci à tous. Merci à tous, au revoir.